trouver de l'intelligence, une structure qui indiquerait de l'intelligence. Une autre chose qui est importante de comprendre quand on parle de vivant, si je vous présente ici cette trappe à souris, est-ce que je peux enlever un élément de la trappe et qu'elle reste fonctionnelle? Sa fonction étant d'attraper des souris. Si j'enlève le plateau en bas, ben, les ressorts tiendront sur rien, fait que ça ne marchera pas. Si j'enlève le fromage, la souris ne va pas vouloir aller là, ça ne marchera pas. Si j'enlève les ressorts, même si la souris vient chercher le fromage, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'on s'entend qu'une trappe à souris, pour être fonctionnelle, ça prend tous les morceaux. S'il manque un morceau, la trappe à souris est inutile. La première cellule vivante qui est existée devait être obligatoirement complexe pour survivre, pour se reproduire et pour augmenter son bagage génétique. Tantôt, on se souvient de l'arbre évolutif. Il fallait que la première cellule soit capable de se reproduire, sinon, ben, ce serait déjà fini. On n'en parlerait même pas, il n'y aurait pas personne, si l'évolution était, qui serait là pour en témoigner. Il fallait qu'elle soit déjà complexe, capable de se reproduire. Il fallait qu'elle soit capable d'augmenter son bagage génétique. Au début, elle devait être très simple, puis elle devait être capable d'augmenter son bagage génétique pour qu'aujourd'hui, on ait des êtres humains qui ont un bagage génétique assez complexe, entre autres. Ou d'autres animaux, même des arbres, des tomates, des fruits, des légumes, puis les bactéries. Il fallait que cette cellule-là soit capable d'augmenter son bagage. On va voir dans qu'est-ce qui est impliqué versus la complexité d'une cellule. En regardant un exemple, là, j'aurais pu en prendre plein. Je vais vous parler du plus petit moteur connu dans l'univers. C'est, ceux qui aiment les moteurs, c'est un moteur vivant, celui-là. Il est fait de 9 protéines qui sont combinées ensemble. Pour fonctionner, ce moteur-là, ça ressemble un peu à une trappe à souris. Tu as besoin de 9 protéines. Si tu en enlèves une, le moteur ne fonctionne pas. Puis, ce moteur-là est tellement petit qu'on est capable d'en mettre 100 000 dans 1 millimètre. 1 millimètre, ou en pouce, c'est un 32e probablement de pouce. On est capable de mettre 100 000 moteurs un à côté de l'autre de ce type-là. C'est l'ATP synthase. Ça se retrouve dans nos mitochondries. Les mitochondries des cellules, c'est comme les centrales d'énergie. C'est ça qui nous donne l'énergie pour qu'on puisse faire à peu près n'importe quoi. Fait que ce moteur-là, il tourne à 7000 tours minute. C'est un petit peu plus qu'un auto, peut-être le double, le triple d'un auto quand notre moteur de voiture tourne. Puis il y a des engrenages. Il est capable de, quand ça force, il va changer d'engrenage. Puis il est capable de forcer. C'est un tout petit moteur qui est vraiment impressionnant. Je vais vous le montrer en schématique, qu'est-ce que ça fait, mais en gros, ça prend les protons qui sont dans la cellule, ça les pompe dans la mitochondrie, à l'intérieur de la mitochondrie. En faisant ça, ça transforme l'ADP en ATP, qui est l'ATP. Ça, l'ATP, c'est notre énergie. En gros, c'est ça qui nous donne le power, le jus pour notre corps. Est-ce que c'est important, l'ATP synthase? C'est très important. Si on n'avait pas ça, il n'y aurait pas rien de vivant tout court, présentement. Parce que tous les organismes vivants ont un semblant ou un moteur semblable. Okay. Ah! Le son qui est avec. Fait qu'on voit comment ça fonctionne. Les petits protons rentrent, font changer la conformation des protéines, qui fait bouger ensuite en bas, puis ça changeait les conformations pour. On va le passer une deuxième fois. Ça va changer la conformation aussi à l'intérieur de la mitochondrie pour pouvoir accepter un ADP, lui rajouter un phosphate, puis là, on va avoir notre énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. On en a des milliards et des milliards de ces organismes-là dans notre cellule, des mitochondries, puis eux-mêmes ont des centaines de millions d'ATP synthase, de petits moteurs. C'est ça qui fait qu'on est fonctionnel. Pourquoi l'ATP synthase est si important? C'est ce petit moteur-là qui produit l'énergie nécessaire à tout l'organisme. C'est ça qui fait la synthèse de l'ADN, l'énergie nécessaire pour la synthèse des protéines, la contraction musculaire, le transport des nutriments, l'influx nerveux. Pourquoi on est capable de penser, réfléchir, bouger, c'est les nerfs qui se promènent. Cette énergie-là est vraiment essentielle. Le petit moteur-là, il est plus qu'essentiel. Pour pouvoir exister et vivre, tout être vivant a besoin d'ATP. Ça c'est notre énergie. On a tous besoin de ça.
tout être vivant, pas juste les humains. On parle de tout être vivant. L'ATP synthase, pour fonctionner, a besoin de ces 9 unités protéiques correctement arrangées. J'ai besoin de mes unités ici dans la membrane de la mitochondrie, à l'intérieur de la membrane. Puis j'ai besoin de ces 9 unités-là, puis qu'ils soient dans le bon ordre, puis bien fait. Si j'ai pas ça, là, ça va pas bien. Les 9 protéines de l'ATP synthase sont codées dans l'ADN. Si je veux de l'ATP synthase, j'ai besoin de l'ADN. Puis l'ADN, ben, pour produire des protéines, comme l'ATP synthase, ça a besoin de protéines. Fait qu'on voit là, encore l'œuf puis la poule, mais on voit un peu plus loin encore. Si j'enlève une chose de ces 9 protéines-là, qu'est-ce qui se passe? Plus d'énergie, plus de vie. Fait que j'ai besoin, en partant de l'ADN, de 70 protéines pour pouvoir traduire l'ADN, puis d'ATP pour produire l'énergie nécessaire pour qu'on puisse vivre. Fait que j'ai besoin de quelque chose de complexe en partant, pas quelque chose de simple, mais vraiment complexe. La complexité du vivant. L'organisme vivant le plus simple qui existe sur Terre présentement, c'est une bactérie qui s'appelle Mycoplasma genitalium. C'est une bactérie parasitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'elle ne peut pas vivre sur le comptoir comme ça. Là. Cette bactérie-là, elle a besoin d'infecter une autre cellule. Parce que par elle-même, elle ne peut pas vivre. C'est un parasite, c'est ça. Elle se sert de l'autre, ou ce qu'elle infecte, pour pouvoir survivre. Elle possède le plus petit génome cellulaire connu. Elle a 480 gènes. Fait que la bactérie ou l'organisme vivant le plus simple sur la Terre présentement a 480 gènes pour une taille de 580 000 paires de bases. C'est ATCG. Là. Dans ce cas-là, c'est AUCG quand c'est une bactérie. C'est un petit peu différent. Mais il y a 580 000 lettres dans le bon ordre. Ça fait la bactérie. Ça, c'est l'organisme le plus simple connu sur Terre présentement. Les scientifiques ont fait des expériences, puis ils ont essayé de diminuer son génome, parce qu'ils sont encore avec la pensée que l'organisme vivant le plus simple qui est apparu sur Terre était vraiment simple, sinon il n'aurait pas pu apparaître par hasard. Ça prend quelque chose de vraiment simple. Fait qu'ils ont parti de cette bactérie-là, puis ils ont dit on va la simplifier à son état le plus simple possible. Puis ça fasse du sens là, que l'origine de la vie vienne d'un organisme comme une bactérie. Puis le mieux qu'ils ont réussi à faire en laboratoire, c'est de diminuer à 265 gènes. Si on enlevait un autre, ça mourrait. Fait que pour être vivant, pour avoir un organisme vivant en laboratoire qui est parasite, un autre, puis en plus en laboratoire, on le développe, on lui donne tout ce qu'il a besoin, là, on a quand même encore besoin de 265 gènes différents. Fait que si on enlève un autre gène, là, il ne peut pas avoir de vie. Fait que est-ce que la vie est complexe? Tout ce qui vit est complexe. Ça n'existe pas la pensée magique de Darwin qui a dit dans une soupe, les choses se sont mises ensemble avec le temps, puis la vie est apparue. La vie, c'est pas simple. Même une bactérie très simple à nos yeux est complexe. Ça prend au moins 265 gènes pour vivre. Si on regarde aujourd'hui un ordinateur, là, toutes les composantes d'ordinateur, celle-là ne serait pas très à mode, là, gros écran, puis le desktop à côté. Mais en tout cas, si on regarde un ordinateur, est-ce qu'on regarde ça et on dit, oh, hey, dans une quincaillerie, il y a eu une grosse tornade, puis quelque chose qui s'est formé, puis ça ressemble à un ordinateur? Non. Hein? On sait qu'il y a plusieurs personnes intelligentes qui ont pensé pour développer ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'ordinateur. Pas une personne, là. On parle d'un ensemble de connaissances qui s'est mis ensemble. Là, je vais vous présenter une cellule. Une cellule dans son état le plus simple, un organisme unicellulaire. Puis je vais vous parler de la membrane de la cellule. La membrane de la cellule, c'est pas juste comme une feuille de papier ou un saran wrap ou quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'actif dans la cellule. Ça sert de frontière. Ça sert au transport des nutriments. Ça laisse des bonnes choses rentrer. Ça permet aux mauvaises choses de sortir. Comme l'élimination des déchets, ça sert à communiquer. Deux cellules, l'une à côté de l'autre, se parlent pour réagir, s'ils ont à réagir, s'ils ont une agression ou si ça va bien plutôt que c'est le temps de se diviser. C'est connecté ensemble. Fait que ça, c'est toute la membrane extérieure qui fait ce travail-là. On a des lysosomes, parce qu'à l'intérieur de nos cellules, on brûle l'énergie, on fait des déchets comme nous autres aujourd'hui. On a mangé, puis on va aller éventuellement dans un lieu secret. Mais la cellule, c'est la même chose. Elle produit de l'énergie, fait qu'elle a besoin de se débarrasser de ses déchets.
Fait que, on a des chantiers de démolition qui défait les déchets de la cellule pour les rendre le plus petits possible, pour qu'on puisse les enlever. On a nos centrales d'énergie, les mitochondries, eux qui ont les ATP synthase sur leur membrane. Tout le tour de ça, là, il y a des centaines de millions d'ATP synthase qui produisent notre énergie pour la cellule vive, puis aussi pour que l'organisme vive. On a nos manufactures, les ribosomes, eux vont fabriquer les protéines. On a environ 25 000 gènes codants différents, au moins minimum 25 000 protéines différentes dans le corps humain. Fait qu'une cellule humaine est capable de produire minimum 25 000 protéines ou enzymes différentes. Fait que ça, c'est les ribosomes qui font ça. On a nos peroxysomes, c'est nos éboueurs qui sortent les cochonneries. Ils amènent ça jusqu'à la membrane, puis la membrane permet d'évacuer les cochonneries de notre cellule. On a notre noyau, le noyau de la cellule qui contient l'ADN. L'ADN, c'est notre bibliothèque, c'est toute notre information est là. C'est le centre pour la reproduction de la cellule. Présentement, les cellules de notre corps, ils se divisent. Ils se divisent en 2, en 3, puis en 4. Puis ils continuent à se multiplier et c'est pas, ils continuent à croître. C'est notre architecte, c'est notre contremaître, c'est lui qui dirige le noyau, c'est le conseil administratif de la cellule, c'est lui qui passe les votes, c'est le Sénat, on pourrait dire, après ça qui adopte les lois, mais on a le réticulum endoplasmique, on a les appareils de Golgi, on a les centrioles, il y a tellement d'organismes différents, ça c'est à l'intérieur d'une cellule, pour que la cellule puisse vivre. C'est plus complexe qu'un ordinateur, ça c'est clair, sans aucun doute. C'est plus complexe qu'une ville comme la ville de Montréal, qu'on pourrait prendre la ville de Drummondville, avec tout ce qu'ils vont s'occuper, la voirie, puis avec la corruption, la police. C'est plus complexe que ça. Ça, on parle d'une cellule. C'est vraiment immensément complexe. Si je vous pose la même question, devant cette complexité-là, est-ce que vous voyez un design, une intelligence, ou bien vous voyez le hasard? Les probabilités de former de l'ADN à partir de rien. On va faire des maths. Selon la théorie de l'évolution, l'univers existe depuis 1 avec 18 0 secondes. Ça, c'est en secondes. Donc ça, c'est depuis combien de temps que l'univers existe? 1 avec 18 0 de secondes. C'est entre 15 puis... ils disent à peu près 13 à 15 milliards d'années que l'univers existe. Comment est-ce que le grain de sable sur notre planète Terre, c'est 1 avec 22 zéros. Il y a beaucoup de grains de sable sur la planète Terre. Comment est-ce qu'il y a de gouttes dans l'océan? 1 avec 26 zéros. Il y a beaucoup de gouttes d'eau dans l'océan. Comment est-ce qu'il y a d'électrons dans l'univers? Hein? Ceux qui ont fait un petit peu de chimie ou physique, là, il y a l'atome, il y a l'atome qui est fait de protons et de neutrons, le centre, le noyau de l'atome, puis autour de ça, il gravite plein d'électrons. Là. Mais comment est-ce qu'il y en a dans l'univers? Ben, il y en a 1 avec 80 zéros. C'est quoi la chance qu'on forme de l'ADN à partir de rien? C'est 1 avec 600 zéros, mathématiquement. Fait que la chance que l'ADN ait apparu par elle-même, on ne parle pas de vie, hein, vous savez, parce que pour vivre, ça prend l'ADN, ça prend les 70 protéines qui vont la traduire, ça prend l'ATP synthase, des molécules parfaites complexes. Ça prend une possibilité de se reproduire, ça prend vraiment beaucoup de choses. Fait que pour que l'ADN, on parle juste de l'ADN, pas d'une cellule vivante, se produise, c'est 1 avec 600 zéros. Ou mathématiquement, c'est impossible à partir de 1 avec 50 zéros. Les mathématiciens disent, là, quand tu es rendu avec 1 et 50 zéros, là, ça n'arrivera jamais, pense-y même pas. Puis probablement qu'avant ça, tu te décourages. Fait que, il y a un évolutionniste qui a dit ça. Les mathématiciens et astronomes anglais Sir Fred Hoyle a dressé une comparaison lors d'une entrevue publiée dans la revue Nature en date du 12 novembre 1981. Même s'il est lui-même un évolutionniste, Sir Fred Hoyle affirme que la probabilité que des formes supérieures de vie aient pu apparaître de cette manière est comparable à la probabilité qu'une tornade qui ravagerait la cour remplie de pièces détachées puisse assembler un Boeing 747. Autrement dit, il est impossible que la cellule ait pu exister par hasard. Ça, c'est une citation d'un évolutionniste. Il dit
la cellule ne peut pas avoir apparu par hasard. Tantôt, quand on parlait qu'il y a des gens qui croient que la vie vient de l'extérieur des autres planètes, vous voyez pourquoi, hein? Parce qu'on n'est pas capable de voir la vie apparaître ici par chance, par hasard. Pour eux, l'autre solution, c'est qu'elle vient d'ailleurs. Il faut pousser notre raisonnement plus haut. C'est si elle est d'ailleurs, mais ailleurs, elle vient de où? C'est une bonne question à se poser. Louis Pasteur, il a démontré que la vie n'apparaissait pas par elle-même. Ça, tout le monde connaît et croit Louis Pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris un bouillon de bœuf, puis il a mis ça dans un ballon, puis il l'a laissé à l'air libre. Puis après un certain temps, son bouillon, il était rendu tout trouble, puis il y avait un paquet de bactéries qui avaient poussé dedans. Fait que, oups, la vie est apparue. À l'époque, dans les années 1850, là, les gens ils pensaient que si tu laissais du fromage sur la table, bien là, il commençait à avoir des mouches et des larves qui sortaient du fromage. C'est parce que la vie, elle apparaissait du fromage. Elle commençait à sortir du fromage. Mais ils ne connaissaient pas les micro-organismes, ils ne connaissaient pas l'infiniment petit. Hein, ils pensaient que tu laissais du grain dans le coin d'une grange, mais ça faisait pousser des souris et des rats. Ça faisait apparaître des souris et des rats. Mais je me mets à cette époque-là, c'était logique. Ils voyaient le grain, puis d'un coup, il y avait des souris qui commençaient à être là. Fait que le grain pouvait donner origine à l'apparition des souris. C'était ça le raisonnement qu'il y avait en arrière de ça. Mais Louis Pasteur, il avait avec le microscope découvert les micro-organismes, puis il avait commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de plus petit qu'on ne voit pas à l'œil nu qui existe. Fait que là, il avait mis dans son bouillon de poulet, il avait laissé à l'air libre, puis effectivement, son bouillon de poulet était rendu tout contaminé, puis il commençait à avoir des bactéries à l'intérieur. Il a pris le même bouillon et il a fait un beau col en signe pour empêcher l'air de rentrer à l'intérieur de ce bouillon, puis il l'a scellé. Ça a été bouché. Il a fait bouillir ça, fait qu'en le faisant bouillir, il a tué tout ce qui pouvait être vivant déjà à l'intérieur. Puis après ça, il a attendu, puis attendu, puis attendu, puis attendu, puis il a attendu, puis il n'y a rien qui est arrivé, puis aujourd'hui, on regarderait ce bouillon-là, puis il n'y a encore rien qui serait arrivé. Pourquoi? Parce que la vie, elle n'apparaît pas dans le bouillon même tout seul. Ça prend de la vie pour qu'il y ait de la vie. Donc, cette expérience-là, elle a été faite, puis tout le monde y croit. Puis on y croit tellement là, que quand on fait notre canage, là, on fait nos pots, nos conserves, mais c'est ça qu'on fait. On stérilise nos pots, puis on s'assure que la nourriture qu'on met dedans est stérile, on le capte bien comme il faut, puis on attend que ça pop. Ça veut dire que l'air est rentré, il n'y aura pas d'air qui va rentrer. Puis est-ce qu'on a des doutes quand c'est le temps de manger? Quand on l'ouvre, notre couvert, ça fait parce qu'il est après décoller, là, mais on sait que qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est bon. Puis pourtant, il y a tout ce qu'il y avait de nécessaire pour que la vie soit là. Hein. On s'entend, du poulet, ça a déjà été vivant, ça, vous voyez? Hein, les tomates, le dinde qu'il y a là, puis ça a tout déjà été vivant. Fait que notre soupe, elle a tous les éléments nutritifs nécessaires au vivant, mais elle n'est pas vivante, puis elle reste stérile. Parce que la vie, elle n'apparaît pas par elle-même. Puis ça, on le fait l'expérience des millions de fois, puis c'est répétable, puis je vais le refaire encore. Pas moi, ma femme est meilleure que moi pour ça. Elle nous fait des conserves, puis on a la confiance que nos conserves sont stériles. Parce que la vie, elle n'apparaît pas par elle-même. Puis ça, tout le monde le sait, puis tout le monde le croit. N'importe quel scientifique, même ceux qui font leur canage, le savent. Tout le monde le croit, sauf lorsqu'on parle d'origine de la première forme de vie. Quand c'est la première cellule, bien là, ce bouillon-là, lui, il a fait que la vie, elle a apparu. C'est une question que je vous laisse en suspens. Est-ce qu'on y croit par la foi ou est-ce qu'on y croit parce qu'on a des observations visibles de cette chose-là? On y croit par la foi. Là. On y croit parce qu'on y croit, mais on n'a rien de visible qui prouve ça. Même si c'est le contraire, on fait des expériences à chaque fois qu'on fait du canage, puis on prouve que c'est le contraire. Dans le fond, quand on regarde ce pot de soupe-là, il ne manque rien pour que la vie apparaisse. Là. Je pourrais même mettre des chocs électriques dedans, peut-être, là, mais tout est là. Il n'y a rien qui va sortir de là, c'est clair. Il y a des scientifiques qui essaient de créer la vie en laboratoire. Là. Si je peux seulement arriver à synthétiser la vie dans ce laboratoire, alors j'aurais prouvé qu'aucune intelligence n'était nécessaire pour que la vie apparaisse spontanément. Mais c'est ça pour de vrai. Si on réussit à créer la vie en laboratoire, qu'est-ce qu'on va avoir fait? On va avoir mis les conditions favorables, on va avoir fait ça avec notre intelligence, pour l'avoir recréé, qu'est-ce qu'on pense qui est arrivé, mais on va avoir fait selon notre pensée, donc on aura mis un processus intelligent derrière ça. Quand on fait en conclusion,
On parle de la vie, l'apparition de la vie. L'apparition de la vie est mathématiquement impossible. Fait que juste par les sciences et mathématiques, on n'est pas capable de prouver que la vie a pu apparaître par elle-même. Même les formes de vie les plus simples sont infiniment complexes. Ça n'existe pas dans l'arbre évolutif, le premier organisme en bas, le protisme, simple. Ça n'existe pas. Il faudrait que ça soit complexe en partant. C'est la pensée magique de penser que la vie n'est pas complexe. Aussitôt qu'on dit qu'il y a le mot vie, c'est complexe. L'ADN, c'est de l'information. De l'information au pluriel, puis on en pourrait en mettre. L'information contenue dans l'ADN, c'est vraiment beaucoup d'informations. L'information est toujours le processus de l'intelligence. L'information, c'est jamais le produit du hasard. Si on a de l'information, ça prend un émetteur puis un récepteur pour que le message passe. En partant, ça prend de l'intelligence. L'ADN, c'est la même chose. L'ADN est là, c'est l'émetteur du message. On a le récepteur qui est les protéines qui vont se mettre autour, qui vont comprendre c'est quoi, puis vont le traduire en d'autres protéines. C'est de l'information, c'est le fruit de l'intelligence, c'est jamais le fruit du hasard. Il y a un site Internet qui offre $1 million à quiconque qui est capable de concevoir une hypothèse détaillée d'un mécanisme qui expliquerait comment suffisamment d'informations génétiques est apparue et donné naissance à la vie. L'hypothèse doit s'expliquer par des processus naturels, que ce soit fait de façon naturelle, que ce soit mesurable dans le monde de la biochimie et de la biologie moléculaire. Il ne faut pas que ce soit juste une idée, que ce soit quelque chose qu'on est capable de mathématiquement prouver puis de mesurer. Puis à la limite, si on serait capable de le faire. Il y a $1 million qui sont offerts, le site est là. Puis si quelqu'un il a une idée puis il veut avoir $1 million, je pense que l'opportunité est là pour tous. Il y a une citation d'un monsieur qui a gagné le prix Nobel. Ça, c'était écrit 14 ans après que la découverte de l'ADN a été faite. Ce monsieur-là, il a dit « On n'avait seulement qu'à contempler la grandeur de la tâche pour conclure que la génération spontanée des organismes, génération spontanée, c'est la vie qui apparaît tout seul, la génération spontanée des organismes vivants est impossible. Nous voilà maintenant comme résultat, je crois à la génération spontanée. » Cet homme-là, très intelligent, qui a gagné un prix Nobel en physiologie, il a décidé de croire que la vie est apparue par elle-même. Parce qu'il n'y a pas rien pour le démontrer, il n'y a rien pour le voir. Quand les gens ont connu l'ADN, est-ce que c'était la réponse à toutes leurs questions? C'était plutôt beaucoup plus de questions que de réponses quand on parle de l'ADN. C'est une croyance que la vie est apparue par hasard. C'est une croyance. La Bible a dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Si aujourd'hui je crois à la création, moi aussi c'est une croyance, puis je n'ai pas peur de le dire. J'ai la foi que ce que la parole de Dieu me dit est vrai, puis que l'univers a été créé par Dieu. Comme les gens qui croient que la première cellule vivante est apparue sur Terre, puis qui est à l'origine de toute la vie qu'on connaît aujourd'hui, des 7 à 15 millions d'organismes vivants diversifiés qu'on connaît, est apparu tout seul par hasard. Eux aussi, c'est la foi. Il ne faut pas perdre ça de vue et penser que l'hypothèse créationniste est moins plausible que l'hypothèse évolutionniste. On le croit par la foi, un comme l'autre. Hein. On voit la citation de cet homme-là, elle me ramène à la mémoire chaque fois que j'ai des discussions avec des gens. C'est par la foi que ces gens-là arrivent à la conclusion que la vie elle a évolué. En Genèse 2:7, Dieu dit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Et ça, c'est ce qu'on est, nous autres. Aujourd'hui, on est un âme vivante. J'aimerais ça, je vais vous lire un passage dans Luc 12. C'est une histoire que l'évangéliste Luc nous rapporte, d'une situation à laquelle Jésus a été confronté. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole.
Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu auras préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » On voit dans cet exemple-là, quand dans le verset qu'on disait qu'on est devenu un âme vivante. Dieu a soufflé dans l'être humain, on est devenu un âme vivant. Puis l'âme est souvent interpellée. Je dis à mon âme, c'est en dedans de moi, que j'ai beaucoup de choses. Mais Jésus, il a dit une phrase qui est tellement importante. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Fait que la vie ne va pas dépendre de nos biens, ça on est capable de comprendre, hein, l'argent ne va pas faire le bonheur, c'est pas parce qu'on a des biens. Mais la vie d'un homme va dépendre de quoi? De bord. Ça va de quoi qu'elle va dépendre cette vie-là? C'est une question qu'il faut se poser. La vie d'un homme dépend de quoi? La Bible donne des réponses à ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie de l'âme, la vie éternelle, parce que l'âme n'est pas mortelle, l'âme va toujours vivre. La vie de l'âme est éternelle, puis ça va dépendre dans qui qu'on croit. Notre vie va dépendre dans qui on met notre confiance, puis dans qui qu'on croit. Dans Jean 3,36, ça dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Fait que la croyance d'une personne est directement reliée avec la vie éternelle, la vie de son âme. On voyait l'origine de la vie tout à l'heure. L'origine de la vie pour l'être humain, c'est le souffle de Dieu qui est fait de nous des âmes vivantes. Puis, si on veut avoir la vie éternelle, il faut mettre notre confiance et croire en Christ. C'est Jésus lui-même qui le dit. La vie d'un homme dépend en qui il met sa confiance et en qui il croit. Je laisse là-dessus. J'avais d'autres versets. Jésus lui dit, ça c'est, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. On voit à Dieu par Jésus. Jésus lui dit, je suis la résurrection, la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. La confiance pour la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Mettons l'emphase là-dessus. Hein? Si on n'a pas mis notre confiance en Christ, notre âme va vivre, mais elle ne va pas vivre dans l'éternité avec le Seigneur. Elle va vivre dans l'éternité, dans le tourment, loin de Dieu. J'aimerais ça terminer peut-être faire un mot de prière, puis après ça. Merci bien. Donc, ce qu'on a vu ce soir, en gros, puis nécessairement, on a vu beaucoup de détails. Mais ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on parle de la science des origines, lorsqu'on regarde le passé, on essaie de comprendre d'où on vient, on s'aperçoit que nos conclusions, ça va être des conclusions religieuses. Ça va être une question de foi. Puis il faut réaliser qu'il n'y a pas un aspect qui est plus scientifique qu'un autre. Il y a des années, il y a eu un débat entre deux grands scientifiques à l'université McGill. J'ai eu le privilège d'aller voir ce débat. Un, c'était un microbiologiste avec son doctorat en microbiologie. L'autre, c'était un biologiste avec son doctorat en biologie. Mais ils avaient tous les deux des perspectives différentes des origines. Puis ils ont débattu cela. Puis lorsqu'on a présenté cela dans les revues, lorsqu'on a parlé de cela dans le journal étudiant, on a dit un homme de foi va venir parler avec un scientifique. Vous savez ce qui est frappant? C'est que celui qui a présenté la position créationniste a présenté plus de faits scientifiques que celui qui était supposément venu pour parler de la science, qui était l'évolutionnisme. Non, c'est toujours une question de foi. On ne peut pas prouver les origines en laboratoire. On ne peut pas démontrer scientifiquement ce qui s'est passé dans l'histoire de la planète Terre. Puis en fait, il faut décider quels faits vont être les plus plausibles. J'aimerais vous dire qu'en Genèse 1, nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
c'est très, très digne de confiance. Amen. Puis on peut avoir une certitude, puis une foi profonde que le monde autour de nous, au contraire, rend toute la gloire au Créateur. Amen. Puis j'aimerais vous dire, c'est un bon début avec l'origine de la vie. On va voir les